Il détient un baccalauréat en sciences politiques de l'Université Laval et a étudié en économie à l'Université McGill et à l'Université du Québec à Montréal. En 2006, il coproduit et coécrit le documentaire politique « L'illusion tranquille » avec sa conjointe Joanne Marcotte. Il est conseiller en sécurité financière rattaché à Investia Services financiers. Denis Julien. Je ne sais pas ce qu'ils vont afficher, là. Ça va être un moins techno. Moi, je préfère écrire des notes sur des pages jaunes que je suis incapable de relire par la suite. Très heureux d'être ici. J'aime toujours m'adresser aux rétrogrades de droite qui se réunissent dans une salle un dimanche matin. Il en faut de ces gens-là. Puis, je ne ferai pas comme Pierre. Moi, je ne crois pas d'emblée que vous êtes sophistiqué, fait que je m'apprête à vous expliquer les choses longtemps. L'objet de la présentation, c'est pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme, d'après un livre d'un sociologue français, Raymond Boudon. En passant, j'ai déjà fait une intervention à ce propos-là à la radio de choix dans une émission de Stéphane Dupont. Voulez-vous lever à la main ceux qui ont déjà entendu ça, cette entrevue-là? Ah, bon, c'est bien. En tout cas, vous ne pouvez pas passer pour des intellectuels, vous autres, hein? Vraiment. Alors, je m'explique. Il y a une question qui est posée par Raymond Boudon, la voici. Pourquoi le libéralisme, malgré sa puissance intellectuelle, son intérêt politique, son efficacité économique et son importance historique, est si peu populaire auprès de beaucoup d'intellectuels? Ça vous dit quelque chose, hein? Vraiment, nos intellectuels ne semblent pas aimer le libéralisme, et pourtant, c'est quelque chose, comme Pierre en parlait tantôt, ça explique en grande partie notre bien-être. Ça explique beaucoup d'avancées au cours des 2 derniers siècles, et pourtant, on conspue le libéralisme plutôt que le célébrer. Raymond Boudon a voulu interroger cette réalité-là, et je vais vous donner les raisons. Il y en a 3, entre autres hypothèses, pour expliquer la chose. Mais en premier, je veux juste vous dire ce que fait le libéralisme. Politiquement, vous le savez, vous assistez depuis assez longtemps à des réunions du réseau Liberté Québec. En gros, on tend à penser de manière généreuse que l'homme est autonome, qu'il est rationnel, qu'il est capable d'être libre et donc responsable. La gauche, elle, c'est plutôt moins généreux. L'homme est une victime, il ne comprend pas grand-chose, laissé à lui-même, il va faire son propre malheur et il a besoin d'assistance, d'être mis sous la tutelle. Et là, l'État a beaucoup de raisons de pouvoir intervenir pour aider ce pauvre homme. Alors, le libéralisme, il est plus généreux. Juste du point de vue politique, je vous dirais que, parce que je vais plus m'étendre sur l'économie, mais du point de vue politique, il y a un grand philosophe, Raymond Kiblansky, il a combattu le nazisme, il a enseigné ici à Montréal, au Québec, là, je parle de, pas ici à Trois-Rivières, là, à Montréal, une vraie ville. Alors, il a enseigné à Montréal, et Raymond Kiblansky s'est toujours étonné du fait que le nazisme avait pu éclore dans la civilisation qui était la plus avancée intellectuellement à cette époque-là. Fin 19e, début 20e siècle, les universités allemandes étaient les meilleures au monde. Il disait pourquoi ça a pu éclore là et pas ailleurs. Et sa conclusion, c'était en Allemagne, on n'a pas la tradition d'étudier les auteurs libéraux. On a plus tendance à étudier les auteurs qui tendent à accorder beaucoup de place à l'État. Alors, le libéralisme, c'est quelque chose qu'il faut étudier, qu'il faut lire, qu'il faut défendre, dont il faut s'inspirer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le libéralisme, économiquement? Pierre en a donné une illustration tout à l'heure. Il a sorti des masses, littéralement, de la misère. Depuis 2 siècles, surtout depuis la deuxième moitié du 19e siècle, ça a commencé en Grande-Bretagne avec l'industrialisation, la classe moyenne profite vraiment du libéralisme. Elle améliore son sort comme c'est incroyable. Juste dans les derniers 15 ans, le tiers de la population mondiale pouvait être... on pouvait dire qu'elle faisait partie de la classe moyenne, c'est devenu la moitié. Ils sont tellement sortis de la pauvreté, par exemple, les Chinois, qui sont devenus des mauvais pauvres.
Ils nous concurrencent maintenant. Là, ils sont plus gentils. Là, on n'a plus besoin seulement de leur envoyer des chèques. Alors, il y a quelque chose dans le libéralisme, il y a quelque chose de cet ordre spontané-là des libertés qui permet à un grand nombre d'améliorer leur sort. C'est quand même étrange qu'on ne puisse même pas célébrer la réalité, simplement enregistrer cette réalité-là et se vanter, en fait, de faire partie de ce monde-là. Les gens il y a une mesure là-dessus, c'est que les gens qui gagnent $1 seulement par jour, ça a baissé de manière radicale. Et pourtant, il y a bien plus de monde qu'il y a 20 ans sur Terre. Mais le nombre de personnes qui vivent seulement avec $1 par jour s'est réduit considérablement seulement du fait qu'ils ont adopté une manière de produire plus d'inspiration libérale qu'autrement, qu'étatique, entre autres. Qu'est-ce qui est devenu quelque chose d'acceptable pour tout le monde dans la classe moyenne, c'est d'avoir accès à un panier de consommation. Je vous donne un tas de choses qu'on consomme en masse depuis les années 50 qui n'étaient pas du tout quelque chose auquel on pouvait aspirer durant une certaine époque. Vous voyez, réfrigérateur, machine à laver, téléphone, auto, grande maison, temps libre, voyage, longue espérance de vie. Quelque chose qui est impensable en dehors d'un monde libéral. Vraiment impensable. Pour vous donner une petite idée, Keynes, John Maynard Keynes, celui que détestent beaucoup de gens ici, dans les années 20, avait dit, avec la croissance économique que permet le libéralisme, on peut espérer que dans 70 ans, se loger, se nourrir, se vêtir, ça va prendre seulement 15 heures par semaine de travail. Et c'est arrivé, il disait que ça va arriver au bout de 100 ans, c'est arrivé au bout de 70 ans. Et si vous dites, ben non, mais moi je travaille 35 heures, 40 heures par semaine, oui, mais vous ne consommez pas le même genre de maison. Regardez les maisons que vous avez, ce sont des châteaux pour l'époque. Mais si vous ne faisiez que prendre la maison avec le même espace habitable de l'époque, vous loger et vous nourrir et vous vêtir, vous pourriez très bien dire, au lieu de travailler plus de 15 heures pour me payer autre chose, je vais me payer du temps libre. Le libéralisme permet ça. Le libéralisme entraîne l'abondance et ceux qui s'y attaquent passent leur temps à vous culpabiliser de consommer. Mais vous pouvez consommer du temps libre si vous êtes si fatigué que ça par acheter un auto. D'ailleurs, c'est quoi un gauchiste sinon quelqu'un qui est pas capable de s'acheter un char? J'ai deux belles citations pour vous parler de libéralisme et d'abondance. La première, c'est celle de Raymond Boudon. Il dit « Le capitalisme a fait que des biens de luxe sont devenus essentiels. La bureaucratie étatique fait que des biens essentiels deviennent des produits de luxe. » Comme les soins de santé. Nationaliser IGA, c'est pas sûr que vous allez manger à votre faim. L'autre chose, Churchill, le plus grand homme du 20e siècle. Sous le capitalisme, les gens ont davantage de voitures. Sous le communisme, ils ont davantage de stationnement. C'est pas suave, ça? Mais... Alors, on revient à la question, pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme? Trois types d'explications. Raymond Boudon dit, en premier, il y a une explication de type psychologique. Il y a beaucoup de ressentiment. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui a fait des études et qui ne trouve pas qu'il est assez payé. Pour le savoir, pour son jugement, pour les longues années d'études, il n'est pas assez considéré. C'est l'entrepreneur qui est considéré dans un monde libéral. C'est l'entrepreneur qui est payé. C'est un être vulgaire. C'est quelqu'un qui a gagné sa vie à faire beaucoup d'heures, à prendre beaucoup de risques, à mettre sa maison en garantie. Toute sa famille disait « mais t'es donc cave de faire ça », puis il le faisait pareil. Puis à un moment donné, il finit par faire beaucoup d'argent. Il s'achète un gros Winnebago, puis avec sa bedaine, il s'en va en Floride. Il est vulgaire, ce gars-là. Et l'intellectuel dit « ça serait bien mieux si c'était moi qui avais cet argent-là, parce que j'en sais beaucoup plus ». Alors, Raymond Boudon, il dit, c'est insuffisant. On connaît tous des intellectuels comme ça, mais c'est insuffisant, ça n'explique pas assez la réalité. Il y a une autre explication, c'est que l'intellectuel dans toute société, sa job, c'est de critiquer la société. Et comme des sociétés communistes, il n'y en a presque plus, bien, les seuls qui restent à critiquer sont des sociétés libérales. Vous voyez, moi, c'est pour ça que je considère qu'il faut garder vivant des trucs comme Cuba. Non, mon père voulait garder Cuba. Mon père, lui,
si vous pensez que je suis progressiste, non, je ne suis pas progressiste. Si vous pensez que je suis vraiment rétrograde, vous n'avez pas connu mon père. Mon père voulait que Cuba survive parce que pour lui, un syndicaliste, tu le fouettes puis tu l'expédies là-bas pour qu'il vive son communisme. C'est pour ça que vraiment, là, je passe pour quelqu'un qui est plus raisonnable que lui. Mais vraiment, il faut garder ces endroits-là. Imaginez-vous le monde sans Corée du Nord, sans Cuba. On ne peut pas montrer à un enfant, voici la rareté. Voici un pays qui se débrouille mal, c'est un pays que tout le monde veut fuir. Il n'y a pas de liberté de circulation, tout le monde veut fuir. Alors, l'enfer libéral, semble-t-il, où tout le monde veut venir vivre, c'est inexplicable pour un intellectuel. C'est un drôle de paradoxe. Alors, Boudon, est-ce qu'il est d'accord avec cette idée-là, que les intellectuels, c'est simplement du fait qu'ils sont critiques de leur société, qu'ils en viennent à être systématiquement critiques de la société libérale? Il dit non, ça n'explique pas assez de choses, parce que je m'aperçois qu'il y a des intellectuels qui ne sont pas antilibéraux. Je m'aperçois qu'il y a des départements, par exemple, des économistes, des juristes, des historiens. Je connais un géographe. C'est une exception. C'est une exception. C'est une exception, hein? Oui, il confirme. Mais en tout cas, il dit qu'il y a des intellectuels qui ne sont pas antilibéraux. Donc, on ne peut pas expliquer le fait que l'antilibéralisme soit simplement, découle simplement de la critique d'une société qui est typiquement libérale. Non, il dit qu'il y en a trop. Alors, il a trouvé la vraie raison, et c'était que, en passant, il n'y a pas juste les... il disait, il n'y a pas juste des intellectuels qui ne le sont pas antilibéraux. Il y a des pays qui sont moins antilibéraux que d'autres. Il dit, si c'était valable, cette chose-là, bien, il y aurait beaucoup d'antilibéraux dans certains pays, puis à la limite, il serait la norme partout. Puis c'est pas vrai. Au Québec, on est très, très, très antilibéral. Aux États-Unis, il y a les deux. Mais au Québec, c'est très antilibéral. Et il y a une question de culture. Moi, je lisais récemment la biographie de Champlain, la meilleure biographie qui a été écrite sur Champlain, qui est le fait d'un Américain, David Hackett Fischer. Et Fischer souligne à quel point, à une époque, Champlain, qui est le fruit de la Renaissance, c'est quelqu'un qui a connu les guerres religieuses, alors c'est un homme passablement modéré, passablement ouvert, et c'est quelqu'un qui a vécu à une époque où ce qu'on voyait dans la colonisation, c'est que celui dont on se méfiait beaucoup, c'est pas l'Indien, c'est le protestant. Le métissage avec les Indiens, ça allait de soi. Champlain disait aux Amérindiens, nos fils, nos filles se marieront, puis il va y avoir un nouveau peuple qui va en émerger. Mais tu ne fais pas ça avec un protestant. Alors, si vous avez une résistance séculaire aux protestants, à l'anglo-saxon, à l'américain, vous avez une résistance séculaire au libéralisme, probablement. Alors moi, ça ne m'étonne pas du Québec. Mais il dit, ce n'est pas le fait de tous les intellectuels, parce qu'il y a des endroits au monde où le libéralisme a vraiment bonne presse, ou encore il y a un équilibre qui est beaucoup plus important en sa faveur à ces endroits-là. Alors, quelle est la vraie explication selon lui? Je vous le donne en mille. C'est parce que le libéralisme est plus exigeant intellectuellement que la comptine socialiste. J'ai ajouté comptine socialiste. On a le droit à ces instants créateurs. Mais il prétend réellement que le libéralisme, c'est plus exigeant et qu'il y a des départements, il dit carrément, l'Université de Mass, le fait qu'après les années 60, on a facilité l'entrée à un grand nombre à l'université, mais il y a des endroits où ils ne peuvent pas aller quand même. Quelqu'un de crétin ne peut pas vraiment faire médecine. En tout cas, il n'y a personne qui veut être l'objet de ses attentions. Mais il y a des départements où on peut entrer très facilement. C'est connu que nos professeurs, Égide de Royer soulignait qu'en éducation au Québec, quelqu'un qui devient professeur fait partie de la cohorte du contingent qui a la plus faible cote R. On sélectionne systématiquement les moins brillants d'entre nous pour enseigner à nos enfants. Oui, on est bon. Fait que lui, puis on le voit très bien au Québec, vous allez dans une université, puis là, vous voyez, il y a des départements qui facilitent l'entrée, tous ceux qui font sciences humaines sans maths, anthropos, sociaux, sciences politiques, journalisme,
Toute communication, ben, c'est pas vous autres qui aviez les notes les plus fortes, mais on vous laisse entrer pareil. Ça cause un certain problème, parce que la seule chose qu'ils peuvent absorber, selon Boudon, c'est des trucs simples, des oppositions simples, du prêt-à-penser idéologique de gauche. OK, il y a les exploitants, il y a les exploités, il y a les pauvres, il y a les riches, il y a les pays du Nord qui ont fait leur richesse sur le dos des pays du Sud. Ce genre de trucs-là. Vous voyez, le marxisme dont tu parlais tantôt, Pierre, lui, il dit c'est une théorie du complot déguisée avec des mots savants. Rien d'autre. Quelque chose qui est vieux, puis qui a gagné du galon parce qu'il y a des gens pas trop brêtes que c'est à peu près la seule chose qu'ils peuvent comprendre et régurgiter. Alors, vous avez des discours où on retrouve quoi? L'argumentation? Non, le bon sentiment. L'émotion facile. Oui, je défends les valeurs québécoises. Moi, je me bats pour le bien commun. Tu sais, c'est quoi la dernière mouture? Les indignés. C'est pas un raisonnement, être indigné, c'est une émotion. Je suis indigné. De quoi? Je sais pas, je suis indigné. En fait, Boudon, il dit qu'il faut distinguer entre deux types d'intellectuels. Il y a le véritable intellectuel est quelqu'un qui interroge son monde, qui l'interroge à partir de méthodes scientifiques, puis ça existe même en sciences sociales. Je vous rappelle, Boudon est un sociologue, un de la vieille tradition des Max Weber, des Durkheim. C'est vraiment quelqu'un qui souscrit à quelque chose qui est l'individualisme méthodologique qu'on retrouve souvent en économie. Il dit des fois, les gens font des choses connes, mais ils ont des bonnes raisons de faire des choses connes. C'est parce que leur système les amène à ça. Ça, c'est une interrogation qui est légitime. Alors, je vous donne un petit exemple de ce qu'est un vrai intellectuel, même si ça me démange. Je ne veux pas vraiment en parler, je parle de Vincent Geloso. Pour ceux qui connaissent Vincent Geloso, il vient d'écrire un livre, attendez que je trouve le titre, « Grand rattrapage et déclin tranquille ». C'est quelque chose de très légitime comme approche. Il dit, le Québec vit beaucoup, s'alimente beaucoup à un mythe qui est celui de la Révolution tranquille, un grand bond en avant. On aurait, avec l'aide de l'État, enfin, on a libéré des forces vives. Et là, vraiment, on est en train de faire du rattrapage par rapport à des provinces comme l'Ontario. Vincent, lui, dit, OK, je vais interroger le mythe, comme des grands historiens ont fait. Moi, je lis beaucoup d'histoires, puis on interroge, là, encore aujourd'hui, pourquoi y a-t-il déclin de l'Empire romain? Il y avait deux grandes théories qui s'affrontaient au 19e, 20e, puis là, tout d'un coup, les deux, on découvre que ni une ni l'autre n'est valable. Ça se réinterroge des sociétés. Alors, Vincent, il dit, moi, je vais réinterroger notre mythe national. Est-ce que c'est le cas? Puis il vous démontre que non. Je n'irai pas plus loin parce que je sais qu'il va le faire. Mais il y a quelqu'un qui l'a attaqué gratuitement. Est-ce qu'ils l'ont attaqué en disant « tes données sont pas bonnes, ton interprétation des données est pas bonne ». Non. Par certains historiens, c'est même fait dire que c'était très fouillé et que c'était très cohérent, que c'était quelque chose qui faisait avancer l'étude du Québec économique. Non, c'est Régent Parent qui a dit de Vincent qu'on n'avait pas à lire parce que c'est un gars qui avait été à l'Institut économique de Montréal. Il a juste dit ça. Ça suffit. Il y a plein de raisons de critiquer Vincent. Je fais ça depuis des années, moi. Il était chauve à 15 ans. Il mange des ailes de poulet tout le temps. Il y a plein de raisons de critiquer Vincent Geloso, mais je vous invite quand même à lire son livre. C'est beaucoup plus intéressant de le lire que de l'écouter. Mais c'est qui fait la critique du livre de Vincent Geloso? Un gars qui a fait activité parasitaire syndicale toute sa vie. Il a une méchante référence. Alors, Boudon, je reviens au fait qu'il vous dit de distinguer entre deux intellectuels. Je vous décris avantageusement ce qu'est un vrai intellectuel, et ensuite, il y a les autres intellectuels qui n'en sont pas vraiment, mais ceux dont on est vraiment affligé au Québec, en grand nombre, c'est celui qui est le militant, l'idéologue de gauche. Lui, ce qu'il veut, c'est pas découvrir une vérité, c'est qu'il y en a déjà une. Il veut seulement nous la passer. Il veut seulement qu'on y adhère. Quelqu'un pourrait dire « Ouais, mais toi, tu es un idéologue de droite. » C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Je suis de droite, mais c'est pas par idéologie que je suis fermé aux gauchistes, c'est par hygiène. Moi, je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont l'odeur de leur apparence. Alors, je voulais enchaîner, ça n'avait pas été prévu, mais je voulais juste ajouter un petit quelque chose par rapport aux jeunes qui sont dans les départements de sciences sociales sans maths. Et moi, je faisais... Comment? Sans maths? Sans mathématiques? Ah, il y a des anglophones dans la salle, hein? Bon, alors, sciences humaines sans maths, ces jeunes-là, ce qu'on leur apprend, c'est pas à interroger leur monde, c'est pas à dire, vous étudiez en sciences sociales, apprenez pourquoi on est rendu jusque-là, parce qu'on peut vraiment, sans être relativiste, on peut vraiment dire, on vit dans des sociétés drôlement plus intéressantes aujourd'hui, qui donnent des espérances de vie, des conditions de vie de classe moyenne à du monde, des gens qui n'auraient pas pu aspirer à ça, sauf s'ils étaient monarques il y a 2-3 siècles. C'est ça que produit le libéralisme. On va étudier la chose réellement, et une fois qu'on aura compris comment on fait pour se rendre à quelque chose d'aussi désirable, on va poser notre pierre pour aller plus loin, parce que ce n'est pas un système parfait, il y a bien des choses à améliorer. Mais non, tout ce qu'on fait, c'est s'attaquer à un système qui, par ailleurs, a donné autant de bons fruits, en faisant en sorte que ces jeunes-là ne peuvent pas le comprendre du tout, le rejettent d'emblée, et il n'y a pas d'avenir pour eux, dans une certaine mesure. Vous voyez, Maclean's a sorti quelque chose il y a 2-3 semaines. Moi, ça fait 1 an que j'insulte les sciences humaines sans maths à la radio, puis c'était prophétique. Le Maclean a écrit un article qui s'appelle « The New Underclass ». Vraiment, les jeunes, sciences humaines sans maths, qui n'ont pas de job. On en a trop formés. Voyez, vous avez des anthropologues, des sociologues dans un amphithéâtre de 300 personnes. Tu en as besoin d'un. Il y en a juste un qui peut avoir un poste. Qu'est-ce qu'il va faire l'autre? Le problème, c'est qu'il y a des attentes. Il y a des attentes élevées. Il est certain, comme les intellectuels de gauche en général, qui méritent beaucoup. Lui, il comprend la société. Fait qu'il il ne l'accepte pas parce qu'elle ne lui fera pas de place non plus. Alors lui, qu'est-ce qu'il va développer? Le ressentiment dont parlait Raymond Boudon. Tu as beaucoup de ressentiment quand tu n'as pas ce qu'il faut pour t'insérer dans un monde juste parce qu'on ne t'a pas aidé à comprendre minimalement ce qu'il demandait. Parce que ces gens-là disent « l'économie ne nous absorbe pas ». L'économie pourrait les absorber s'ils s'informaient avant de ce que l'économie a besoin. Vous voyez, quand... moi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens... Levez dans la main ceux qui viennent de Montréal, ici. Oui. Ça doit être agréable, hein, d'aller ailleurs. Non, moi, des fois, je vais à Montréal, là, puis c'est comme un voyage au Liban. Je me dis, il y a des affaires que je vais être obligé de subir. Peut-être que je vais défaire mon char, je vais me parquer sur Sainte-Catherine. Après ça, je vais me promener sur Sainte-Catherine pour me rendre dans l'Est. Puis là, je vais me cogner sur du monde qui parle tout seul avec une barbe, qui sont là, puis qui disent... Tu te la monnaie, tu te la monnaie. Puis là, tu vas un peu plus loin vers l'UQAM, puis là, tu rencontres un paquet de personnes avec une barbe. Tu payes-tu mes frais? Tu payes-tu mes frais de scolarité? Ça, c'est Montréal. Ça, c'est Montréal. Il n'y a personne qui a expliqué à ces jeunes-là qu'il va falloir qu'ils se préoccupent également de ce qui est présent comme monde de demande dans le monde du travail. C'est pas parce qu'il n'y a pas une forte activité économique qu'ils n'y trouvent pas leur place. Dans l'article du Maclean, on montrait qu'il y avait des gens qui avaient étudié longtemps, mais dans quelque chose où il n'y a aucune demande. De surcroît, dans quelque chose qui suppose que le gouvernement a beaucoup d'argent à dépenser, par exemple, pour des services en traduction. Alors, vous avez une linguiste qui se dit « moi, je vais y trouver mon compte là-dedans », mais il n'y aura pas d'argent pour ça, parce que les gouvernements sont étranglés. Fait que vous avez plutôt un mismatch entre une demande et une offre. Puis, ce qui n'a pas été enseigné à des jeunes, c'est que dans un monde libéral, où il y a responsabilité et liberté, vous avez la responsabilité de votre employabilité. Tu sais, dans l'offre et la demande de travail, l'offreur, c'est celui qui se propose pour travailler.
C'est lui qui dit, voici ce que je peux offrir à un demandeur qui est l'employeur. Vous ne pouvez pas faire complètement abstraction de cette réalité-là si vous pensez un jour travailler et ensuite avoir à supporter une famille. Ça vous est refusé simplement parce que vous avez mal interrogé. Et c'est ça qui est dommage. Quand je vois, vous vous souvenez, je recite encore Churchill, parce que comme je vous le disais, c'est le plus grand homme du 20e siècle. C'est pas Jacques Parizeau, c'est Churchill. Churchill, vous connaissez sa phrase, il disait « Si tu es de droite à 20 ans, tu n'as pas de cœur. Si tu es de gauche à 40 ans, tu n'as pas de tête. » Le problème, c'est que dans les universités, c'est des profs de 40 ans qui enseignent à nos jeunes le gauchisme. Ça va mal, ça va vraiment mal. Ils ne comprennent rien du monde dans lequel ils vont devoir s'inscrire et ils se surprennent qu'un plombier, qu'un gars qui a fait un métier, qu'un gars qui a fait une technique gagne mieux sa vie que lui. Tandis que lui va se ramasser avec un bac à vendre des livres chez Renaud-Bré ou à être waiter. Puis là, c'est pas juste moi qui dis ça, c'était dans le Maclean. Non, hey, j'ai mes sources. C'est pas gratuit ce que je dis, c'est appuyé. Alors, le Maclean, justement, ce qui remettait en question, c'était la chose dont on nous parle depuis les débuts de la crise étudiante. Pourquoi il devrait financer plus? Parce que le rendement est exceptionnel. Il dit, faites attention. Il dit, quand on vous dit que de faire des études supérieures universitaires, ça fait en sorte que vous avez un revenu supplémentaire, probablement de l'ordre du $1 million, ça donne un excellent rendement. C'est une moyenne d'à peu près tous les départements. Si vous commencez à regarder les chiffres de manière un peu mieux ventilée, vous allez découvrir que le rendement se fait par des ingénieurs, des médecins, des fiscalistes, des gens comme ça, et vous allez découvrir que ceux qui vont tirer le diable par la queue longtemps, ce sont des gens qui ont fait un bac en psychologie quand il faut avoir un doctorat pour avoir son cabinet. Ce sont des gens qui ont étudié en sciences sociales et qu'il n'y a pas de poste de prof qui va s'ouvrir. Alors, il y a vraiment à interroger ça. Et le monde universitaire, ce qui est dommage, c'est que dans plusieurs départements, vous avez un paquet de vieux professeurs planqués qui envoient quasiment au front de la libération économique marxiste des jeunes qui, avec l'enthousiasme et la naïveté de leur âge, font une bataille, comme à un moment donné, on envoie des jeunes à la guerre quand il y a des généraux d'opérette qui restent en arrière puis qui font que le sacrifice, ce n'est pas eux qui vont le subir. Je trouve ça assez triste. Alors, je vous dirais, pour conclure, dans 15 minutes. Non. Je vous dirais que ce qu'il faut vraiment éviter quand on entend des supposés intellectuels nous horripiler souverainement, je vous dirais qu'il faut éviter la position ou la posture de l'anti-intellectualisme. Visez plutôt à lire ceux qui le sont un peu plus véritablement. Lisez plutôt des auteurs qui ne conspuent pas le libéralisme de manière systématique. Apprenez ce qu'est le libéralisme, lisez là-dessus. C'est quelque chose qui est, c'est un corpus théorique qui est un rempart contre la place d'un État qui est trop grand et qui nous enlève des libertés. C'est pas quelque chose qui est vain. Il y a en lisant beaucoup d'histoires, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui perdent ce qu'ils avaient pu acquérir à une époque, dont la liberté. Il y a plusieurs peuples qui ont subi ça. Alors, je vous dirais que c'est un combat de tous les instants. Je vois qu'on est 200 et qu'on a déjà été 400. Je vous invite à ne pas vous décourager. Quand on en parle, allez-y. De toute manière, l'arithmétique compte pour nous. On a raison. L'arithmétique va nous le prouver bientôt. Je vous remercie.